La Midget 2 litres, oui. Donc je monte dans cette voiture, j'ai dû mettre la moitié d'une journée, je me rappelle, avec Roland, un mécano, lui qui m'a appris à débrayer pour démarrer une voiture. Ah oui. Donc je l'ai appris sur une voiture de course. Parce que t'avais pas le permis. J'avais pas le permis, oui. J'avais 16 ans, donc je sortais du karting, où j'avais fait de beaux résultats, j'avais gagné le championnat d'Europe UFOLEP, voilà, j'avais fait de beaux résultats, mais j'avais besoin, je pense, voilà, d'avoir un toit. Je pense que c'était un peu ma caractéristique, c'est que je voulais un toit, être plus dans une voiture, être plus que être, tu vois, en karting, t'es au contact vraiment du sol, de tout, et j'étais peut-être moins fan de ça. Et donc j'ai mis une demi-journée à apprendre à débrayer, à partir, je faisais que caler dans la pit lane et autres. Et la première année, donc j'ai fait une compétition, le Midget 2 litres endurance qui n'existe plus maintenant, mais c'est des courses de 3 heures sur le circuit de Denon, Dijon, Castellet, etc. La proposition, c'est voilà, Ligier, donc la marque quand même officielle Ligier qui a fait de la Formule 1, etc., veulent développer une GT. Ok, ils veulent développer une GT, ils vont créer carrément un championnat en 2020 auquel on aimerait que tu participes et que tu sois le seul pilote de notre équipe. Toute équipe avait 2 ou 3 pilotes, donc 2 ou 3 voitures, vous étiez tout seul à chaque fois dans les voitures. Okay. Et moi ils m'ont dit voilà, on aimerait que tu sois le seul à nous représenter, on y va. Un seul objectif, c'est de tout gagner, quoi. On y va, on gagne et on développe cette nouvelle Ligier JS2R. Donc on part à l'IG JS2R Europe, là super saison avec pareil, on développe la voiture, on développe super bien la voiture, on gagne le championnat, ce qui me propulse aussi un peu... Ah, tu gagnes? Ouais, je gagne le championnat d'Europe, donc champion d'Europe, ce qui me donne aussi un nom finalement un peu dans le sport auto à ce moment-là. Première année tu gagnes? Première année je gagne, ouais, première année, c'est le championnat qui vient d'être créé aussi, donc c'est important. De savoir qui c'est qui a gagné le premier championnat, quoi. Je suis à 237 à ce moment-là. Oh, t'arrives face au mur, du coup, j'arrive comme ça. Et ce que je fais, c'est que je me dis, tu peux pas prendre le mur de face. Tes jambes et tout, t'as eu le temps d'y penser. Bah ouais, donc j'ai mis un coup de volant. J'ai fait pivoter la voiture, donc je tape de l'arrière. La voiture s'enflamme parce qu'en plus à Dubaï, la manière de mettre l'essence, etc., c'est fait très rapide, donc t'en mets un petit peu. Il y a tout qui s'enflamme. Moi, je suis dans la voiture. Et là, quand tu vois les flammes, quand tu commences à voir des flammes et que t'es dans la voiture, t'arrives à l'aéroport. Et mon père il me dit ouais, ça va, c'est une bonne journée et tout, ouais, mais tu vois, il y a un truc trop bien. Et il me dit pareil, ton rêve et tout, je dis ah, mais alors vous me parlez de Corvette là, tu vois. Et il me dit ouais, on a Corvette qui nous ont appelés, qui a gagné les 24 heures du Mans l'année dernière, qui a gagné le championnat l'année dernière et qui est la meilleure équipe automobile de cette dernière décennie. Donc c'est incroyable. Enfin, il propose quoi? Ok, bah on a déjà le contrat, t'as plus qu'à le lire et le signer. Tu vois, quand t'es en conférence de presse avec Jason Button à droite, Robert Kubica à gauche, derrière toi t'as Mick Schumacher. Ouais, t'as le sourire comme ça, t'essayes de pas trop regarder. T'es comme ça et puis tu leur dis bonjour, tu vois. Kevin Estre, pareil, la dernière fois on est en shooting, on discute comme ça. Bah t'es là, tu dis bonjour, tu discutes et puis c'est pas tes potes mais il y a aucune différence. Vous êtes sur le même pied d'égalité, quoi. Et puis alors que toi t'es comme ça. Bah oui, j'imagine. Moi j'ai mes potes, ils me disaient envoie-nous des photos et tout et moi je leur disais non mais les gars je peux pas faire une photo, ça fait un peu touriste quoi. Ça fait groupie quoi. Ah, c'est énorme. Et je leur ai dit non mais je vous enverrai une photo quand on sera dans le paddock, des trucs, tu vois. Ah, j'avoue, jouer genre c'est normal, alors qu'en fait c'est pas normal, tu vois. Pas normal, moi mon père, la première chose, il m'appelle après la course, alors c'était comment? Bah là ça fait déjà une semaine que je suis dans le paddock avec eux, donc ça va. Mais je lui dis toi tu vas voir, tu vas venir, ça va te faire complètement bizarre. Moi les 2 premiers jours j'étais comme ça assis, on avait des petites terrasses et tout, et ils passaient tous comme ça, et moi j'étais là waouh. Moi c'est Julien.com, vous venez de lancer mon tout nouveau podcast Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seul sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #Julien.com. Bon visionnage. Et salut à tous les amis, c'est Julien.com. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Garage.com. On est dans un endroit aujourd'hui assez exceptionnel. On est chez Carogati à Plan-les-Ouates. Donc c'est une concession, un garage, des revendeurs automobiles de voitures de luxe, voire ultra luxe. Ici, c'est fou. Ça commence à être un garage un petit peu connu. Villebrequin, notamment, est passé ici il y a quelques temps faire 2-3 vidéos.
Et nous, on est content d'avoir ça à proximité chez nous. On est au Savoyard et mi-Suisse pour certains. En tout cas, voilà, c'est vraiment un honneur et une fierté d'avoir été accepté pour faire un podcast ici chez Carogati. Et on en reparlera très bientôt. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Sébastien Beau. Je vais avoir la chance de co-animer le podcast avec ce pilote local. Alors pour le coup, Sébastien Beau, c'est avant tout un pilote passionné, polyvalent. Il est passé par le karting, le rallye, le GT, l'endurance. Il évolue dans divers championnats nationaux et internationaux depuis bientôt 10 ans. Après plus de 60 courses et quand même 18 podiums, il nous présente aujourd'hui son histoire et ses anecdotes de course. Salut Sébastien. Bonjour à tous, c'est un honneur d'intégrer du coup cette émission pour la première fois. Moi je suis Julien un petit peu via les réseaux, donc c'était aussi important peut-être un jour de faire ce premier pas l'un envers l'autre pour faire des podcasts et puis des vidéos. Donc merci à lui de l'invitation. Et puis ça s'est fait aussi assez rapidement en quelques semaines, quelques jours, ça s'est fait. 2 semaines. On a trouvé une date assez rapidement et on s'est faufilé assez vite comme ça, donc c'est top. Ouais, génial, merci à toi. En plus, on sait que tu es parti dans le championnat là pour le coup. Donc je te suis sur les réseaux aussi. Je vois ton planning super chargé, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que 2 jours avant, il est en Italie, 1 semaine avant, il est à Dubaï. Et tu te dis, on a la chance d'arriver à faire un podcast sur une journée comme ça. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche que tu prennes le temps de passer 2 heures avec moi. À titre personnel, moi je suis vraiment heureux de te recevoir parce que tu fais partie d'une famille, la famille Beau, qui est une famille super importante ici, extrêmement passionnée. Vous êtes vraiment des acteurs, des moteurs du sport automobile local. Donc vraiment, la famille Beau fait honneur et rend fière la Haute-Savoie. Donc merci à toi et merci à ta famille pour ce que vous faites. C'est gentil, merci. Alors Sébastien, on va essayer de suivre un petit fil conducteur relativement simple, c'est-à-dire le fil conducteur chronologique. On va commencer tranquillement par la présentation générale, à peu près l'âge que tu as, ta résidence, et puis après on va repartir un petit peu sur tes origines, pourquoi tu es tombé dans le sport auto. Je pense qu'on a une petite idée, mais ça vaut le coup de repasser sur la base. Non, donc moi j'ai 23 ans, je suis de la génération 2000. Donc je suis originaire d'Annecy, franco-suisse par mes parents. Okay. Et puis donc voilà, on est tous dans la région annécienne. On est venu habiter ici il y a maintenant plus de 15 ans. Okay. À la base, on est d'ici et puis pour le boulot, on a dû un peu aller ailleurs et on est revenu. On revient toujours aux sources, donc on est revenu dans notre région de cœur. Moi, le sport automobile, c'est depuis mes 11 ans. Mais avant ça, on avait la chance que ça soit quand même une histoire familiale. Donc, on suivait déjà mon père, Lionel, qui lui faisait du rallye à haut niveau plus jeune. Donc, on le suivait un peu de la maison. Et puis, quand on a eu un peu l'âge de pouvoir l'accompagner sur les courses, moi, je me rappelle, je faisais un peu le nettoyage de la voiture, etc., dans les paddocks, enfin du coup c'était en rallye, donc sous la tente, mais voilà, donc ma sœur aussi, qui est maintenant copilote, était avec moi, on le regardait, on le suivait. Donc Ah ouais, donc dès tout petit, vous étiez déjà dans les paddocks, vous étiez dans les stands et vous étiez déjà baigné dans le milieu tout de suite du sport auto. Même pas à la base de la passion automobile, c'est-à-dire un parent qui a eu une belle voiture, tout de suite, dès jeune, c'était tout de suite la compétition. Ouais, c'était tout de suite la compétition parce que d'une part, on habitait dans le Jura et puis mon père avait la voiture de course dans le garage, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas les mêmes moyens, c'était pas les mêmes teams, on n'était pas au même summum de la compétition, donc c'était du pur amateurisme. Et donc, je me rappelle, on avait la voiture dans le garage et puis moi, le soir, je rentrais de l'école, je montais tout de suite dans la voiture, je m'imaginais faire la même chose que lui, etc. Et même pour la petite anecdote du coup, un soir, on est avec un copain et je déclenche dans la voiture le bouton... Oh non, pas celui-là. Juste avant la ronde du Jura, c'était il y a hyper longtemps, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Et je déclenche du coup le bouton de l'extincteur, c'est ça. où il y a toute la mousse qui rentre dans la voiture.
Et donc, il fallait tout aspirer. Donc, ils y ont passé la nuit à tout aspirer pour préparer la voiture pour la Ronde du Jura. Ça devait être en peut-être 2014, 2013. Donc, des souvenirs. Ça, je me rappelle, j'étais avec un ami d'enfance que je vois toujours aujourd'hui. On s'imaginait, moi pilote, lui copilote. Et puis tu appuies sur les boutons, et puis voilà, tu t'amuses. Et puis d'un coup, paf, et puis tu vois de la mousse. Tu vas dans la cuisine. Je crois que j'ai fait une connerie. Donc ouais, la petite anecdote. Donc oui, on a toujours été très... ma sœur nous suivait, elle était moins là-dedans. Mais moi, j'ai toujours été très dans la mécanique, à partager. C'était des moments de partage avec mon père qui était très peu là de par son boulot. Et quand il revenait, c'était des moments où voilà, il m'expliquait comment une perceuse, elle fonctionnait, par exemple. Il me démontait des perceuses. On allait dans le garage, on ouvrait le moteur. Il m'expliquait comment ça marchait. Parce que depuis tout petit, il m'a toujours dit, si tu veux savoir piloter vite, il faut savoir comment la voiture fonctionne et comment elle est faite. C'est vrai. Donc le plus important déjà, ça va être de connaître un peu les différents réglages. Et encore aujourd'hui, mon manager, un de mes managers, Jules Gounon, pilote réserviste maintenant chez Alpine et puis pilote chez Mercedes AMG, il me le dit encore l'année dernière. Il me dit, tu sais Seb, si tu veux vraiment encore passer des caps, le plus important, ça va être de connaître vraiment ton setup, vraiment toutes les caractéristiques de la voiture. Donc ça fait 10 ans qu'on rabâche ça et c'est un conseil vraiment à donner. Aujourd'hui, c'est vraiment connaître, on le voit aussi dans les courses d'endurance, aussi au rallye Paris-Dakar par exemple, où il faut connaître la mécanique. Et la mécanique, ça passe par mettre les mains dans l'huile pour savoir comment régler une voiture, etc. Vrai. Donc depuis tout petit, on est plongé là-dedans aussi avec l'entreprise familiale où c'est du décolletage. Et on a toujours, moi j'allais à l'usine après l'école, voir les pièces, comment elles sortaient des machines, mettre les mains, régler les machines à cam, essayer de faire un peu comme les régleurs et me sentir un peu grand. Donc oui, on a toujours été dans cette mécanique-là, que ça soit automobile ou industrielle, quoi. Donc vraiment, ton père et ta famille en général ont quand même eu à cœur, de toi et ta sœur, de vous intégrer aussi dans cette passion. Et c'était pas ton père, par exemple, un échappatoire du boulot. Il voulait vraiment faire quelque chose de familial. C'est pour ça qu'il vous a quand même intéressé à tout ça. C'était un moyen de créer du lien, certainement. Voilà, c'est ça. Alors pour lui, c'était aussi un peu un échappatoire, se vider la tête. Ouais, clairement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sport auto, ça permet aussi de créer du business, que ce soit dans tout métier. Et nous, ça avait un réel lien avec l'industrie du décolletage. Quand vous travaillez avec Stobli, avec Bosch, Continental, etc., et que vous faites du sport automobile, eux, ils sont bien évidemment très intéressés. Donc, il y avait aussi un réel intérêt de pratiquer. Moi, mon père, lui, a commencé de son côté, car mon grand-père, son père, n'était pas d'accord qu'il en fasse, donc il en faisait un peu en cachette. D'accord. Et donc, sa passion est venue de lui-même, finalement, qui nous a transmis au fur et à mesure des années. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Quand on est revenu à Annecy, on voyait très peu notre père qui était en déplacement. Et donc, ma mère, un jour, elle nous dit, maintenant, quand il sera là, le dimanche matin, vous allez aller faire du karting. Ça va vous faire passer du temps ensemble. Et ils ont fait la même chose avec ma sœur. Ils lui ont dit, quand tu auras 16 ans, ton père fait encore du rallye, vous ferez des petits rallyes régionaux. Rallye de la Roche-sur-Foron, Bon, c'était pas forcé. C'était parce que ça vous plaisait aussi. Ça nous plaisait. Donc, nous, on disait, moi, le dimanche matin, j'allais au kart avec mon père et puis il prenait les temps. Je tournais, il prenait les temps, on débriefait. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à partager des moments vraiment de plaisir. Et il nous a transmis sa passion comme ça. Et Lucie, pareil, à 16 ans, pour son anniversaire, il lui offre le rallye de la Ronde du Jura en tant que copilote, donc dans la Fiesta WRC. Et donc un rêve aussi pour elle. Elle se disait, ah ouais, mais moi, j'aurais pas les capacités, etc. Et tout de suite, elle a su, en fait, avec tout l'apprentissage de notre père pendant des années et nous mettre dans le bain, ça s'est venu assez facilement, on va dire. Ça a mis des déclics. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et pour le coup, tes premières expériences de compétition automobile, ou en tout cas compétition sur 2 ou 4 roues, ça date de quand ?
Alors, mes premières compétitions, c'était au circuit de kart de Rumilly. Rumilly, ok. Où on faisait des compétitions le dimanche matin, des courses d'endurance de 4 heures. Ouais. Donc, avec mon père, on faisait ça avec des amis. À l'époque, je travaillais dans une entreprise en tant que stage. Quand j'étais tout petit, il y avait le stage de 3e, pardon. Ouais. Et je l'avais fait dans une entreprise RDM qui construit des moteurs et autres. Donc, avec Daniel Fasano, qui lui aussi faisait beaucoup de karting, et donc ça s'est un peu fait comme ça. On s'est dit bon, le dimanche matin on va aller faire des courses de karting ensemble. C'était un championnat, il y avait 5 courses je crois, et j'ai gagné. On a gagné la première fois, on a gagné la première course, donc c'est ma première course que j'ai gagnée. Il y avait pas mal de personnes, il y avait une trentaine de karts, donc avec des équipages de 3 à 6 pilotes. Des 4 temps. Ouais, des 4 temps, il y a vraies cartes de loc. Ouais, les cartes pour faire de la petite endurance. Voilà, ce qui te donne vraiment pour commencer, quoi, le début. Puis là, c'est le pilotage, il n'y a que ça. Voilà, donc là, c'est le pilotage. Donc moi, je roulais le maximum. Et puis, je me suis fait... donc, j'ai fait du karting après. Je suis parti avec Charles Germain du karting de Rumilly. Est-ce que c'est en partant de cette première expérience que ton père et toi, vous êtes peut-être dit... Il y a peut-être un truc à faire, ou en tout cas, ça a l'air de vraiment lui plaire. Il a le goût de la compète. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur ? Ça a été un peu ça, parce que dans les mêmes années, il crée une école de pilotage, le karting de Rumilly. Okay. Donc, je vous parle de ça, j'avais 12 ans. 12 ans. Et puis, donc 2012-2013, Charles Germain crée une école de pilotage avec des compétitions UFOLEP. Ouais. Donc c'est en dessous de la FFSA, c'est budgétairement c'est beaucoup moins cher, c'est des petits déplacements et ça permet de prendre en compétence, de faire de la vraie compétition quoi, avec des kartings Subaru. Donc on était à l'époque 3 jeunes de la Haute-Savoie, ils nous recrutent entre guillemets en nous disant voilà vous venez tous les dimanches matins ici, donc vous allez venir maintenant aussi le samedi matin, on va vous mettre un coach, donc c'était un gars qui bossait là-bas, Florian il s'appelait, et puis il va vous donner des petites astuces et après on va partir en compétition. Donc il nous a amenés dans nos premières compétitions UFOLEP et puis c'est parti comme ça. Après moi le kart, j'ai fait pas mal de compétitions, j'ai évolué au fur et à mesure des années, j'y suis pas resté trop longtemps, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai vraiment accroché. Sans vraiment donner d'explication, je sais pas, j'ai pas été peut-être fan de la manière dont c'était mis en place. L'ambiance aussi peut-être. L'ambiance, j'étais pas... Et puis, j'étais bon, j'étais pas le meilleur, j'étais pas le plus nul, voilà, on était... en fait, le problème que j'ai trouvé tout de suite, c'est que il y avait quand même beaucoup de différences entre tous les pilotes. Il y avait ceux qui arrivaient avec une grosse structure, avec de gros moyens, qui avaient les meilleures cartes. Il y avait ceux où c'était leur père qui faisait la mécanique et qui avait un kart qui ne pouvait pas changer de pièce. Donc il y avait vraiment plein de différences. Et malheureusement, tout le monde, enfin heureusement et malheureusement, mais tout le monde du coup se rejoignait sur la piste et ça créait quand même pas mal de chamboulement parce que nous on était au milieu, on avait une petite structure, mais il y avait quand même il y avait pas mal de bagarres, c'était quand même c'était des milieux différents et ça a créé donc voilà, moi je me suis dit que faire maintenant. Et puis à mes 16 ans j'ai Racing Spirit of Le Mans, à l'époque GPC Motorsport qui faisait du rallye, Patrick Barbier qui m'appelle, avec qui mon père était un peu en contact parce qu'il avait fait 2-3 rallyes avec, en me disant voilà, on fait de la 1000 jets de litres, nous on fait des courses d'endurance de 1000 jets de litres et de Fun Cup. Donc la Fun Cup c'est des petites voitures, des petites coccinelles qui développent 180 chevaux, voilà. Très fun, des grosses voitures école. Voilà, voiture école, du kart de loc quoi finalement. Ouais c'est ça, clairement. Et du coup, il me dit voilà, Seb, c'est 16 ans, il peut commencer à rouler sur circuit. Ok, bon on va essayer, on va trouver un ou deux sponsors. Donc Escoffier à l'époque, avec qui je m'entendais bien, qui m'aide avant qu'il monte l'Escoffier Alpine Team maintenant, mais qui m'a pas mal aidé à développer, on va dire, un budget. Et puis du coup, je pars un peu dans ce championnat-là, mid-jet de litres endurance et Fun Cup. Ouais. Et tu veux c'est vrai, ça s'est éteint. Mais... Les aléas du direct. Ça fait des behind the scenes. Ouais. Ah, ça c'est chiant. On va voir si ça nous dérange pas trop. Ouais, du coup après je pars avec GPC, donc on va au circuit de la Bresse, pas loin d'ici, là, 1h30, 2h d'ici. Ouais.
pour faire mes premiers roulages, quoi, finalement. Et puis, je me rappelle toujours, j'ai dû mettre, je pense, une matinée, voire une journée, parce que j'avais jamais piloté, j'avais jamais conduit une voiture. C'était la première fois que je montais vraiment dans une voiture. La midjet. La midjet 2 litres, oui. Donc je monte dans cette voiture, j'ai dû mettre la moitié d'une journée, je me rappelle, avec Roland, un mécano qui était encore un mécano il n'y a pas longtemps dans d'autres compétitions et qui a été mécano l'année dernière quand ma sœur a été titrée en championnat de France des rallyes. Donc un beau suivi aussi parce que c'est lui qui m'a appris à débrayer pour démarrer une voiture. Ah oui. Donc, je l'ai appris sur une voiture de course. Parce que tu n'avais pas le permis. J'avais pas le permis, non, j'avais 16 ans. Donc, je sortais du karting où j'avais fait de beaux résultats. J'avais gagné le championnat d'Europe UFOLEP. Voilà, j'avais fait de beaux résultats. Mais j'avais besoin, je pense, d'avoir un toit. Je pense que c'était un peu ma caractéristique. C'est que je voulais un toit, être plus dans une voiture, être plus que être, tu vois, en karting, tu es au contact vraiment du sol, de tout. Et j'étais peut-être moins fan de ça. Et donc, j'ai mis une demi-journée à apprendre à débrayer, à partir. Je faisais que caler dans la pit lane et autres. Puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Et la première année, donc j'ai fait une compétition, le midget 2 litres endurance qui n'existe plus maintenant, mais c'était des courses de 3 heures sur le circuit de l'Édenon, Dijon, il y avait le Castellet, etc. Et j'ai fait ça avec un gentleman driver, Polo, il s'appelait. Et il avait 60 ans. 60 ans à peu près. Et puis, lui, son but, c'était de venir le week-end profiter avec les copains. Et donc, moi, ça m'a permis de faire beaucoup de roulage parce qu'il n'y avait pas de temps de roulage entre les coéquipiers. On pouvait faire 2 heures, l'autre 2 heures. On pouvait faire 3 heures, 1 heure. Donc, Polo, lui, il roulait. Il faisait quelques tours. Il me relaissait le volant. Donc, moi, je roulais 1 heure. Il faisait 7-8 tours et il me relaissait le volant. Donc, j'ai pu rouler pendant une année en faisant de la Fun Cup aussi, en faisant de la midget. Donc, j'ai vraiment développé, pris certaines bases et autres. Et ça m'a permis d'aujourd'hui me développer assez vite sans faire de formule finalement. Ouais, c'est clair. Mais par contre, ça t'oriente directement vers un avenir GT, quoi. GT Endurance. Et ça t'exclut quand même assez rapidement de l'univers de la monoplace, par exemple. Oui, alors c'est un choix parce que j'avais eu l'opportunité plus jeune de partir en monoplace. Le problème, c'est que ça vous prend beaucoup de temps. Et nous, on avait un accord avec mes parents, c'était de sécuriser quand même les études. Tant qu'il n'y a pas de brevet, bac et même d'études supérieures, on ne t'autorisera pas à vivre pleinement de ça. Tu restais sur France, en gros. Au niveau des circuits. On restait sur France. Et donc, c'était un accord qu'on avait eu. Donc, au fur et à mesure du temps, je me suis démarqué. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas parti en formule. Parce qu'on avait la possibilité. Les budgets étaient aussi des gros budgets où on n'avait pas forcément les moyens et l'envie de mettre autant de budget là-dedans sans savoir vraiment ce qu'allait en devenir mon futur. Donc, c'était des choix. Donc, on s'est dit, on va vraiment rester là-dedans dans la midget. Et puis moi, inconsciemment, je m'étais dit, je vais peut-être réussir à percer, à y arriver en restant que dans ce milieu-là du GT sans passer par la formule. Et ça peut être aussi une satisfaction pour moi en me disant, j'ai réussi à y arriver sans passer par la formule. Ce qui aujourd'hui, j'en discute encore avec la midget, les patrons de la midget, Stéphane, Christophe Krebs, etc., qui roulent encore. Et ils me disent, en fait, tu es vraiment le seul pour l'instant à être arrivé à ce niveau-là en n'ayant fait que du GT entre guillemets et jamais de formule. J'ai mis une journée mes fesses dans une formule au circuit de l'Édenon, dans une formule Renault 0.4, un truc comme ça là, 4.0. Et c'est tout, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Moi, c'est vraiment le GT, la vraie bagarre et autres. Donc une première saison qui s'est vraiment bien passée en endurance où j'ai beaucoup roulé, j'ai découvert un vrai univers de la compétition. Et moi, j'ai une question, parce que là, pour le coup, c'est vraiment tes premières courses, vraies courses, au-delà des petites endurances de karting, ou du karting même en général. Mais là, tu as quand même une voiture, comme tu dis, carrossée, carénée, on est dans quelque chose de sérieux. C'est pas pour dénigrer, mais on est vraiment dans... Là, ça rigole plus, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es au départ de ta première course? Qu'est-ce que dans ta tête tu te dis? Et même avant, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es en panique? Est-ce que tu te dis qu'est-ce que je fous là? Moi, ça m'intéresse de savoir la première course d'un pilote. Alors, en étant plus jeune, j'avais peut-être moins ce stress que je peux avoir aujourd'hui, on va dire.
On aura l'occasion d'en revenir, mais ma première course, c'était Dijon-Prenois en midget 2 litres, 2016 ou 2017. Ouais. Enfin, saison 2016-2017. Alors, il y en a qui peuvent vomir, il y en a qui se sentent pas bien. Alors, moi, j'ai une façon un peu particulière de préparer mes courses, c'est que je me mets dans ma bulle. Ouais. Je suis vraiment dans ma bulle, donc j'ai toujours été un peu comme ça. En tout cas sur les courses, une semaine avant, je suis dans ma bulle, je peux être un autre personnage, on va dire. Ouais. Mais ça va pas forcément se ressentir. Okay. Moi, mon père, plus jeune, il me disait toujours qu'il n'y a pas du tout la même manière de travailler, qui lui, à 21h, il était au lit, etc. Ouais. Moi, à 21h, je vais être au lit, je vais tourner dans le lit jusqu'à m'endormir, donc ça sert à rien. Ouais. Et donc lui, il me disait, non, maintenant, t'arrêtes, tu vas au lit, tu te concentres. Et j'essaie de lui expliquer en lui disant, mais moi, j'ai pas besoin de faire comme ça. Je suis dans ma bulle, tout va bien. Et au contraire, il faut pas que je me mette de contraintes. Ouais. Et du coup, j'arrive à ma première course à Dijon. Et je dois partir peut-être milieu, fond de grille, je sais plus vraiment. Et franchement, le stress qu'il y a eu, c'est quand vous faites le tour de formation, c'est un stress qui vous prend. Ouais. Pendant tout un tour, vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là, toutes les voitures, le vrombissement, les vibrations et tout, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça, c'est une remise en question pendant un tour. Et puis après, jusqu'au moment où vous dites bah allez stop, maintenant on se met dedans, tac, et puis là c'est un gros vide et puis feu quoi. C'était des départs arrêtés, départs lancés. Départ lancé, l'endurance, départ lancé, Donc voilà, et puis après j'ai été hyper bien entouré avec des gentleman drivers dans l'équipe GPC Motorsport, donc à l'époque, il y avait 3 voitures et puis qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes pendant toute une saison, donc qui m'ont vraiment appris à relativiser, à me calmer, à pas vraiment être stressé. Donc ça m'a fait du bien, ouais. Est-ce que tu as tout de suite été conscient du danger, des risques et du fait qu'il ne faut pas casser la voiture, ou est-ce que tu as eu ta petite phase de tête brûlée le temps que ça rentre? Ça m'intéresse aussi de savoir. Je pense que c'est vraiment différent en fonction des personnes, des tempéraments. Ouais. Alors, j'ai jamais eu vraiment cette phase de tête brûlée parce que déjà petit, c'est moi qui commençais un peu à démarcher mes sponsors. Donc jusqu'à une certaine période, j'avais l'aide de ma famille et puis de partenaires un peu qu'on connaissait et du coup qui voulaient me faire évoluer. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, après plusieurs discussions avec mon père, il me dit un jour ou l'autre, il va falloir que tu te débrouilles par toi-même, quoi. Ouais. Si tu veux continuer à faire ça et autres. Donc plus jeune, il m'avait laissé, il m'avait dit tu as 2 saisons de midget un peu pour faire tes preuves. Ouais. Donc la première saison, la saison d'endurance qui se passe bien. La deuxième saison, je gagne le championnat de France. Midget 2 litres. Beau. Donc avec le record de podium et tout, j'avais vraiment un record de victoire, j'avais tout raflé sur la saison, quoi. Et donc il m'avait dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, et je lui avais dit moi je suis prêt à mettre une deuxième casquette, la casquette de commercial, d'aller me chercher des sponsors, de me débrouiller pour trouver un peu de financement, etc. Donc au début il m'a un petit peu aidé, il m'a aiguillé, bien évidemment, j'avais 18 ans. Il m'a aiguillé, il m'a mis sur des voies et autres. Tu as fait 2-3 peut-être passes décisives aussi avec le réseau qu'il a. Voilà, il m'a un petit peu aidé au début. Il m'a transmis des partenaires qu'il avait eu lui quand il faisait du rallye. Oui, c'est vrai qu'il avait déjà des sponsors. Que j'ai toujours aujourd'hui, par exemple avec Proman, qui est un sponsor de longue date et puis que j'ai réussi à garder, à faire évoluer. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'ai créé, on va dire, ma société, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai créé ma société SB74. Du coup, les gens ne le savent pas forcément, ils pensent que c'est plus un logo, mais SB74, c'est le nom de ma société, du coup. Ok. Sébastien 74. 74, pourquoi? Parce que quand je gagne le championnat midget 2 litres en 2018 avec le numéro 74, quand je gagne le championnat l'IG European Series en 2020 avec le numéro 74, donc c'était assez significatif. Et la Haute-Savoie, on habite en Haute-Savoie, on aime notre région, nos montagnes, nos lacs. C'est vrai. Donc voilà. Et puis donc j'ai créé ma société en disant à mon père je vais moi aussi me débrouiller pour aller chercher des partenaires pour pouvoir financer mes saisons, parce que tout le monde le sait, le sport automobile, c'est soit vous avez une famille qui vous aide, soit des partenaires, soit vous y arrivez tout de suite, mais on s'appelle pas tous Kylian Mbappé, quoi. Non, c'est clair. Surtout sport auto.
très, très particulier. C'est-à-dire que sans argent, on n'avance pas. On a beau être le meilleur. Non, c'est compliqué, parce qu'il faut des moyens. Si vous voulez être développé dans une bonne équipe, avec du bon matériel. Ouais. Donc voilà, donc je crée ma société SB74. Cette société a pour but de me vendre moi-même. Finalement, je suis mon propre commercial et je vends mon projet. Mon projet, chaque saison, je viens avec mon book, comme je pense tout sportif le fait. Ouais. Mais je viens avec mon book et je vends un peu mon projet, ce que je vais faire. Sauf que pour vendre un projet, il faut des résultats, mais pas que. Il faut aussi que l'entreprise aujourd'hui soit intéressée par soit ce que vous faites, soit ce que vous pouvez mettre en place. Par ce secteur, quoi. Ouais. Donc, la solution, moi, que j'ai un peu trouvée, c'est créer en fait de l'événementiel. C'est créer l'événementiel autour de moi. C'est-à-dire que sur mes courses, aujourd'hui, je peux inviter, je prends des loges pour mes partenaires, pour des prospects, où je leur vends en fait des séminaires sur les circuits, des choses comme ça. Et ils viennent avec une 50aine de personnes. Ils viennent profiter toute une journée de la course. Moi, je passe la journée avec eux, etc. Et ils sont au contact du coup d'un pilote. Ouais. Ils vivent dans le paddock, comme en F1, vous pouvez le voir à la télé, etc. Exactement pareil. Et aujourd'hui, je ne leur vends pas que l'histoire de la pub, voilà, je vous mets en valeur, vous avez de la pub. Je leur vends aussi l'histoire de, on peut créer de l'événementiel sur mesure, une expérience. J'organise chaque année des soirées de présentation, de rencontres entre eux. Ouais, très bien. J'organise aussi des stages de pilotage. J'avais fait sur des formules au circuit du Laquais. J'organise des baptêmes au circuit du Castellet, des choses comme ça, pour que ça soit vivant c'est bien. et que ça soit pas que on sponsorise un sportif, mais est-ce qu'on a des retombées financières, est-ce qu'on a d'autres retombées? Non, le but c'est vraiment d'y trouver aussi un intérêt pour l'entreprise où ils peuvent inviter des clients, ils peuvent inviter des prospects, voilà quoi. C'est bien parce que justement pour ceux qui me connaissent peut-être un petit peu plus, j'en parle dans mes vidéos, j'en parle dans divers podcasts. La clé, si tu veux réussir, c'est pas attendre tout des autres, mais c'est aussi à un moment être à l'initiative d'eux. Et là, pour le coup, on est typiquement dans le cadre d'une recherche active et dans un sponsoring actif. Il y a beaucoup de sponsors qui sont, ou en tout cas de pilotes, je commence à en côtoyer de plus en plus, qui ont plutôt une tendance à être passifs, à dire j'ai pas assez de revenus parce que mon nom n'intéresse pas. Mais pour le coup, c'est vrai que si tu es dans une démarche à proposer des choses, et notamment ce genre d'événement, c'est super cool. Tu les invites sur des week-ends de piste, même tu peux faire des soirées relations business, des choses comme ça. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est vraiment une des clés. Enfin, c'est vraiment même le seul moyen, quand tu n'es pas millionnaire ou milliardaire, d'arriver à fédérer vraiment quelque chose de sympa, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, moi, j'en discute beaucoup avec des partenaires qui m'ont aussi pas mal aiguillé. Où des fois, on arrivait à la fin de la saison et puis sur des gros ou petits budgets, et ils me disaient Seb, on arrive au bout, voilà, nous, tu nous as fait de la pub, ça a marché, etc. Mais et du coup, faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions. Quelles sont les solutions? Il y en a plein. En soi, il y en a plein. Tout dépend aussi de ce que vous aimez faire. Mais moi, je me suis dit, je vais m'utiliser moi pour créer de l'événementiel autour de moi. À l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les compétitions et autres, les entreprises, elles ont besoin soit d'avoir une retombée financière, en se disant, en le sponsorisant, je vais avoir des gains par rapport à mon entreprise, soit de trouver un réel intérêt autre. Et comme tu le dis, ça va être d'organiser, tu vois, dans l'année, j'organise 3-4 soirées partenaires où il y a une 50aine de personnes. Là, on en a une demain soir, tu vois, où il y a une 50aine de personnes. Donc moi, je présente tout le monde et le but, c'est de faire du relationnel. C'est qu'ils puissent aussi, pourquoi pas, travailler ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai perdu aucun de mes partenaires depuis que j'ai commencé le sport automobile à mes 16 ans. Ils ont tous continué à m'aider et à tout le temps un peu faire évoluer en fonction de mes championnats le budget, leur budget qu'ils me donnaient. Et aujourd'hui, sur les, j'en ai un petit nombre, j'en ai un bon petit sac, mais sur un petit peu moins de la moitié, peut-être même la moitié, il y en a la moitié qui font du business ensemble. Ouais, c'est génial. Et donc, ça trouve aussi un réel intérêt parce qu'ils se disent, c'est grâce à Seb, donc on continue. Et donc, après, on organise, voilà. Et puis, organiser des événements sur circuit, c'est quand même pas donné à tout le monde déjà, mais ça permet de faire du business dans un côté décontracté. Moi, j'adore parce qu'ils viennent en polo, en petit short, ils sont pas en chemise cravate et ils sont totalement décontractés, quoi. Dans mon business, je suis responsable commercial. Va falloir qu'on trouve une solution avec cette lumière. Je vais y aller juste après. Mais tu peux prospecter quelqu'un
pendant des années. Un soir, tu fais un paddle avec lui, tu vas au resto, tu as conclu le deal. Ouais, ça y est, c'est réglé. Tu te retrouves, tu peux le prospecter pendant des années, tu te retrouves à une soirée business organisée par Sébastien Beau, t'échanges comme ça en polo à manger des petits fours et à rigoler. Mais ça y est, c'est fait. Et c'est vrai que cette force-là du réseau, elle est phénoménale. Ouais, c'est hyper important. Tu vois, on organise par exemple, on organise des tombolas où on fait gagner des casques, on fait gagner et je fais gagner. Au lieu de leur donner à mes partenaires, par exemple, je pourrais dire voilà, mon gros partenaire, je t'offre ça. Ouais. C'est encore plus intéressant de faire un petit jeu. On se dit, on fait un petit jeu. On fait gagner 5, 6 lots, tac, et ça permet aussi de faire un lien entre tous. Et en fait, leur lien à eux, ça va être finalement Sébastien Beau, le sport automobile, parce qu'on vient pour lui. Ouais. Donc après, c'est le point d'entrée. Et ça après, fédère quoi. Ouais, après, chacun trouve ses intérêts, c'est clair. Moi, j'ai une anecdote comme ça où j'étais dans un club. C'était quand j'étais à Tours à l'époque. Il y avait un club de basket, un club business. Donc, ils attiraient des sponsors, des choses comme ça. Donc, il y avait des événements à chaque match. À l'instant T, tu t'en fous du basket. Enfin, tu y vas une fois parce que derrière, tu as le réseau et en fait, après, tu kiffes, tu retrouves tes copains. Tu sais que toutes les 2 semaines, c'est ton petit rendez-vous. Tu fais du business avec ces gens-là. Et ça, à la fin, c'est même plus qu'un prétexte. Oui, mais c'est ça qui est content d'y aller. Mais t'es content d'y aller. Tu vois, le FCA Annecy au football, ils l'ont totalement compris, ça aussi, parce que aujourd'hui, c'est le seul club de foot qui arrive à vivre de ses sponsors, actionnaires, etc. Qui n'a pas un investisseur réel, mais qui vit grâce à ses sponsors locaux. Et du coup, ils mettent en place, moi j'ai été invité plusieurs fois, mais ils mettent en place la même chose. Ils invitent tous leurs partenaires dans une tente et puis tout le monde se rencontre et ça fédère quelque chose. Et les gens viennent pour le foot et à la fin, au milieu d'année, ils se disent « Ah bon, on va voir les copains et tout ». Et ça permet de discuter business, de discuter autre, pas que business, mais au moins de faire connaissance avec des gens avec qui vous n'aurez peut-être jamais pu côtoyer. Quoi, hein. Donc c'est génial. Pour le coup, c'est génial et c'est quand même une belle preuve de maturité que tu aies compris ça rapidement parce que tu es même très jeune pour le coup. Quand tu as 20 et quelques années, on comprend déjà cet axe et ce volet business et qu'on sait comment l'aborder. T'évites de te fermer des portes très tôt, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement et souvent, c'est les pilotes qui commencent à avoir un petit peu de background, un petit peu d'expérience, la trentaine, qui commencent à se dire il faut que je joue sur mon image, il faut que je commence à développer le côté business. Et au départ, ils sont un peu chiens fous, tête brûlée, ils veulent juste conduire, ils sont un peu obtus à tout ça. Et ça, pour le coup, c'est très bien. Et c'est à mon avis ce qui te permet aussi d'évoluer d'année en année. Ouais, c'est hyper important parce que je mets aussi en place, par exemple, des conventions avec des entreprises. Je leur vends le fait de venir dans l'entreprise parler de la préparation physique, la préparation mentale d'un pilote automobile. Également le lien entre l'entreprise et le sport en général, le sport de niveau, parce qu'il y a un réel lien entre le monde de l'entreprise et le monde du sport de haut niveau, que ce soit la natation, que ce soit l'équitation, pas que le sport automobile, la préparation. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon père qui est président de son entreprise, mais je le vois parce qu'on en discute pas mal, par exemple sur les sessions de briefing. Des briefings, c'est des choses qu'on fait dans le sport et qui font aussi dans les entreprises. Exactement. Et c'est hyper important. Donc, je mets aussi ce genre de prestations en place pour que les entreprises se disent « Ah bah tiens, on va faire un séminaire » et au lieu de payer quelqu'un des sommes astronomiques parce que vous pouvez très bien prendre des joueurs de foot et autres, et moi, je vends ma petite expérience et des fois, ça plaît tout autant. Et moi, ça me permet aussi d'avoir une toute autre expérience en dehors du sport automobile. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que tu es toujours en connexion, en relation avec des personnes plus ou moins importantes, tu rencontres des gens et je trouve ça vraiment sympathique. C'est bien. Et puis d'un point de vue employé, collaborateur, c'est bien parce que dans le coup, tu te dis, ah oui, notre patron, notre direction met de l'argent investi sur cette personne que nous, on ne connaît pas, on ne voit pas, c'est peut-être un caprice parce qu'ils aiment le sport. Mais non, en fait, ce gars-là se déplace, il nous fait passer un bon moment, il nous apprend des choses, il prend le temps. Et pour le coup, ça légitimise aussi ce sponsoring d'un point de vue entreprise. Parce que souvent, c'est pareil, une entreprise qui va bien, mais peut-être pas plus que ça, mais qui met de l'argent là-dedans parce qu'elle y croit, parce que ça lui rapporte du business, les gens ne le voient pas forcément, les collaborateurs, et ils se disent, ah ouais, en fait, si ce gars-là, le fait de le sponsoriser, ça nous rapporte aussi des choses. Et oui, maintenant, on comprend mieux. Donc ça, c'est très bien. Parce que moi, je l'ai déjà vécu, en fait, en petit aparté, mais
j'ai tellement un peu d'amis ou de personnes que je connaissais sur les circuits, du même niveau que moi, qui n'ont pas pu remballer une nouvelle saison, qui n'ont pas pu refaire une nouvelle saison faute de budget. Ça doit être terrible. Et je leur disais, mais pourquoi? Ouais, mais je trouve pas de sponsor, etc. Donc, ok, après, tu vas pas donner non plus les clés à tout le monde. Ouais. Mais au bout d'un moment, je trouve que de se dire je trouve pas de sponsor, oui c'est vrai, c'est dur, c'est très dur. Moi je me prends énormément de portes, c'est très très dur, il y a le relationnel, enfin il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais après se dire je trouve pas de sponsor, c'est que t'es pas allé au bout de la réflexion non plus. Même si de nos jours maintenant ça devient quand même de plus en plus compliqué, il y a quand même nous dans le sport auto un côté aussi écologie qui rentre en compte maintenant, donc il faut quand même aussi avoir des réponses à tout, dont à ça, parce que de nombreuses fois là cet hiver quand je suis allé chez des partenaires ou chez des futurs partenaires, et alors, ce côté écologie, vous en pensez quoi, etc. Donc il faut avoir... Aujourd'hui, dans le sport auto, la question se pose, donc c'est bien, ça commence à être mis un peu en avant. C'est sur mon papier. Hein. Ça devient incontournable, donc je suis obligé d'avoir l'avis d'un pilote, quoi. Donc voilà, donc oui, c'est compliqué. Suivant vos régions, nous, on est dans une belle région industrielle, donc on a la chance, on a la Suisse, on a tout à côté. Et qui a aussi un état d'esprit sport auto, compétition assez important. Bah, compétition, oui, avec les montagnes, avec les sports nautiques aussi. On a des super surfeurs qui sont d'Annecy, etc. Donc on a vraiment un esprit sportif qui permet aussi de nous mettre en avant. Donc il suffit simplement de se bouger les fesses, quoi. Essayer de trouver des solutions. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ouais, clairement. Puis ça dépend de votre tempérament aussi. Ouais, non, mais c'est clair. En tout cas, bravo à toi, t'as compris ça et c'est le plus important et c'est pour ça que t'iras loin. Merci. Pour continuer un petit peu dans la chronologie, là, on en est à la midget. Sortie de la midget. Dans le coup, fort de ce succès. Tu te retrouves où? Sorti de la midget, alors la question se pose en plein hiver avec mes parents et ma sœur, on est autour de la table et je leur dis mais on se voit plus, c'est vrai on se voit plus, la semaine on est à l'école, mon père au boulot, ma mère au boulot, le week-end toi t'es en course, mes parents sont en course avec ma sœur en rallye, moi je vais en course en midget, etc. Toujours pas sur les mêmes dates, on se voit plus et moi je leur dis voilà je sais pas trop l'année prochaine et j'ai un coach, un ami coach qui me dit voilà Seb ça serait bien quand même, voilà t'es jeune, t'as le temps de pouvoir rebondir, que tu te testes et que justement tu te fasses une petite pige en rallye, donc une petite pige c'est faire quelques courses en rallye pour acquérir de nouvelles compétences. Être aussi beaucoup plus autonome. En rallye, vous partez de 8h le matin, vous revenez le soir, même si vous avez l'assistance, vous avez des problèmes, vous êtes tout seul aussi dans la voiture, enfin avec votre copilote. Et puis, moi, je suis jeune à ce moment-là, j'ai 18 ans, et je me dis, je vois quand même très peu mes parents, on a presque plus de contact, j'ai envie de passer des moments avec eux. Donc, je suis approché, on approche une équipe dans laquelle roulait mon père PH Sport, pour faire de la 208 Cup, et donc j'empile une demi-saison de 208 Cup avec des débuts un peu délicats parce que sur la terre mouillée, moi, un milieu que je connaissais absolument pas, première expérience. Ça glisse dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Puis traction, midget, c'est pas des tractions pour le coup. Midget, traction. Traction aussi, d'accord. Je connais pas forcément. Donc non, mais là t'es dans un milieu, t'es en rallye, t'as des notes à côté. Ça n'a rien à voir, c'est deux sports différents. Donc ok, je me lance là-dedans. Bon, 2 premiers rallyes un peu délicats honnêtement. En plus, moi je m'étais dit, allez, je vais être bien, j'ai des bonnes compétences, ça fait 2 ans que je fais de la voiture, je devrais pas être... sans prendre la grosse tête, mais je m'étais dit, bon, t'as des bases, quoi. Je vais gérer le truc sans parler de résultats. Bon, pas du tout, c'était un peu compliqué. Il m'a fallu 3e rallye sur Terre pour vraiment me mettre dans le truc. Et puis par contre... T'avais ton permis là ? Ouais, j'ai eu mon permis, pour la petite anecdote, j'ai eu mon permis sur une course au circuit de Manicourt où je fête mon anniversaire le jour même du coup et je pose le A que j'ai jamais posé sur ma voiture en plus. comme tous les jeunes. On le dira pas, mais je pose le A sur l'arrière de la midget pour la course numéro 3 que je gagne en plus, donc énorme. Donc c'était vraiment le moment. Il y avait ma famille, on avait organisé un petit truc sympa et tout. Sympa. C'était vraiment vraiment sympa. Donc j'avais le permis 2018, j'ai eu le permis direct, j'ai pas fait de conduite accompagnée, rien.
Je me suis inscrit à l'auto-école. Je voulais faire un peu. J'ai dit à mon instructeur que j'avais jamais conduit et tout. Ouais. Et puis à la fin, au bout de 10 heures, il faisait que de m'amener dans le Semnoz à Annecy. Il faisait que de m'amener. Il me disait bon, on dépasse pas les limitations, mais on va rouler, on va se faire plaisir. Donc ça s'est assez bien passé assez rapidement. Et puis voilà, donc oui, rallye. Ouais, rallye, parce que rallye, il faut avoir le permis en plus. Ah ouais? Ah, je savais pas. Hormis si ton copilote, il conduit sur les routiers. Ah, les liaisons. Ouais, les liaisons, pardon. Ouais, Ah ouais. routiers. Et du coup, ouais, j'avais le permis. Et vient la course, les rallyes des vins de Mâcon sur l'asphalte. Et là, moi, je me dis, l'asphalte, ok, ça va être trop cool. Je fais une journée d'essai, je me suis régalé. En plus, on termine avec un pote, parce qu'à ce moment-là, j'avais changé de copilote. On termine deuxième de la classe avec un pote. On rentre dans le top 15 au général et tout. Vraiment super course pour mon 3e rallye. Okay. Et puis, vient un peu cette question de me dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais parce que le circuit me manque quoi. La compétition avec les autres, la bagarre, les qualifs, les tours chrono, les choses comme ça. Là, le rallye, vous êtes livré à vous-même. Vous partez du point A à un point B, vous savez pas le temps des autres, c'est un peu différent. Ouais, c'est clair. Et moi, je me dis, la bagarre, pas le contact en lui-même, mais le contact avec les autres, etc., ça me manque. Puis améliorer de tour en tour. Voilà, il y a quand même cette précision un peu plus que maintenant on retrouve quand même dans le rallye, mais qu'avant il y avait moins. Et du coup, voilà, donc on intègre Porsche, la Porsche Carrera Cup France avec l'équipe Pierre Martinet by Almeras. Génial. Pour 3 courses qui se passent vraiment super bien. Je fais 3 podiums rookie. Au général, pareil, ça se passe vraiment bien dans le rythme et tout. Donc, quand même une grosse différence par rapport à la Midget, qui est une voiture qui développe 250 chevaux avec un moteur, je crois que c'est un 2 litres Clio ou un truc comme ça, je ne sais plus vraiment. Mais vraiment, rien à voir. Et puis, on passe d'une 208 Cup, donc une petite 208, à une Porsche Cup, quoi. Ouais, c'est clair. Là, c'est des monstres. Hein. Donc maintenant, maîtrise du véhicule, etc. Donc vraiment très, très content de moi parce que pas d'erreur, pas de sortie. Ok, ça s'est super bien passé. Donc je termine la saison, voilà, une saison un peu comme quand vous êtes à l'école et que vous ne savez pas trop quoi choisir. Ouais. Tu as fait le job. Voilà, j'ai fait un peu le job, surtout que moi j'étais toujours à l'école, j'avais pas arrêté l'école, mes parents ne voulaient pas non plus que je fasse le CNED pour pas ne plus avoir de liens sociaux. Donc moi, je suis resté à l'école, j'étais en bac pro à ce moment-là pour pouvoir quand même, bac pro, technicien d'usinage, bien évidemment, toujours dans le milieu. Normal. Donc, fallait quand même que je puisse faire des courses qui rentrent dans un emploi du temps de l'école, quoi. Parce que j'avais pas d'horaire aménagé, j'avais rien. T'étais en alternance ? Ouais, j'étais en alternance chez un partenaire à moi à l'époque, donc qui me permettait d'aller à mes courses en rattrapant mes jours. Donc, on avait trouvé ce lien, donc c'était nickel. Bien. Mais voilà, donc j'ai fait une saison un peu une saison blanche, on va dire, qui m'a permis de voir, de me donner des idées de ce que je voulais faire et d'acquérir de nouvelles compétences. Par contre, première arrivée dans le monde des GT. Premier vrai pas dans le monde du GT avec la Porsche Carrera Cup. Avec de la grosse voiture, quoi. Parce que pour le coup, là, Carrera Cup, c'est quand même un délire, quoi. Avec de la grosse voiture, de la grosse puissance, des gros ailerons. Des grosses batailles aussi. Des pneus slick, parce que j'avais jamais utilisé de pneus slick avant de la Porsche Carrera Cup. Slické, donc voilà, et puis j'étais tombé dans une série, dans une année où il y avait des super pilotes. Il y avait Ian Chan-Guven qui aujourd'hui fait Porsche officiel, chez pilote officiel Porsche. Pilote officiel, il y avait Hugo Chevalier qui était là depuis plusieurs années, qui est un très très bon pilote. Il y avait, je crois qu'il y avait déjà Marvin Klein, pareil, ça fait déjà 5 ans, 6 ans qu'il était là. Il y avait des gros pilotes très rapides, donc ça m'a permis aussi d'arriver dans ce milieu-là, de pouvoir me jauger aussi par rapport à eux, quoi. Et puis là, tu découvrais des gens, enfin aussi des pilotes qui avaient les dents qui rayaient le parquet, quoi. Des mecs qui connaissaient la voiture, qui connaissaient le championnat, qui savaient ce que c'était et puis qui avaient envie d'en découdre, quoi. Ils n'étaient pas là pour faire 3 tours et aller boire une bière à la sortie, quoi. Donc moi, j'étais là, je faisais mes trois courses pour finir la saison, découvrir quelque chose de nouveau et puis voir dans quoi on allait s'embarquer en pensant quand même repiler une année en Porsche Carrera Cup France. C'était ton objectif ? C'était pas vraiment un objectif, mais on s'était dit, que faire en 2020 2020. Et puis... Par contre, pour revenir sur la partie sponsor, là, les budgets, ils ont fait step up. Hein.
Quand on commence à rentrer dans de la Carrera Cup, ça commence à les budgets taper, ont fait step up. Ouais, j'avais à l'époque, j'avais trouvé, que j'ai toujours, des nouveaux sponsors qui m'avaient bien aidé. Puis ça va, c'était sur 3 courses. Ouais. À l'époque, il y avait aussi Pierre Martinet, donc le taboulé, le traiteur intraitable. Ça marche bien, hein, ça marche très bien, ouais. Donc qui aidait aussi un petit peu financièrement l'équipe. Ouais. Donc ça avait permis de trouver un bon arrangement, quoi. Ouais. Okay. Pour commencer de nouvelles discussions pour justement 2020. Ouais. 2020, finalement, ça a été complètement autre chose. Ok. Donc 2020 moi je sais. Ouais, 2020, donc retour à la case départ finalement, parce que je réintègre l'écurie de Patrick Barbier qui est ici là, à La Roche-sur-Foron. Ouais. Donc une fierté aussi pour moi de retourner dans une équipe avec laquelle j'ai gagné, qui m'ont fait débuter, et puis j'ai gagné mes premiers titres. Donc j'arrive. La proposition, c'est Ligier, donc la marque quand même officielle Ligier qui a fait de la Formule 1, etc., veulent développer une GT. Ok, ils veulent développer une GT. Ils vont créer carrément un championnat en 2020 auquel on aimerait que tu participes et que tu sois le seul pilote de notre équipe. Donc toute équipe avait 2 ou 3 pilotes, donc 2 ou 3 voitures. Vous étiez tout seul à chaque fois dans les voitures. Okay. Et moi, ils m'ont dit on aimerait que tu sois le seul à nous représenter. On y va. Et l'objectif, il y a un seul objectif, c'est de tout gagner, quoi. Okay. On y va, on gagne et on développe cette nouvelle Ligier JS2R, du coup. Pour une team, faut savoir que il faut aussi qu'eux gagnent de l'argent, pour le coup. Oui, il faut qu'aussi ils se fassent un nom, ils se fassent repérer. Et une voiture dans une team, c'est super compliqué d'être rentable. Donc là, c'est un vrai pari, quoi, pour le coup. Ils ne sont pas vraiment rentables. Ils avaient la chance à l'époque, ils faisaient du P3 en même temps. Et ils avaient de la LMP2. Donc, ils avaient une LMP2, une LMP3 et une JS2R qui se déplaçaient à chaque fois sur les mêmes compétitions. Ah ouais, ok. Mais une voiture dans chaque championnat quand même, quoi. Donc c'était quand même assez... Oui, ils arrivaient à mutualiser un peu le staff, peut-être. Ouais, ils avaient un staff vraiment bien. Okay. Aujourd'hui, moi, mon mécano avec qui j'ai gagné du coup ce championnat-là est chez Peugeot officiel en WEC. Donc je le retrouve, c'est sympa parce que je le retrouve. On a mangé ensemble au Qatar. Flavien, il doit suivre en plus, je pense. Génial. Donc on part à l'IG JS2R Europe, et là à cette époque je suis en BTS au lycée du Fayet à Salanches. Génial. Et puis je me dis pareil, le problème c'est que là on rentre en championnat d'Europe, donc des courses Portugal, Espagne. C'est un championnat d'Europe là. Championnat d'Europe, ouais. Okay. Donc on voyage un peu partout. Donc pareil, je suis en alternance, j'ai la chance d'être chez un partenaire, continuer chez ce même partenaire et donc dans le décolletage et de trouver un commun accord, de pouvoir rattraper les jours, etc. Ouais. Et puis là, super saison avec pareil, on développe la voiture, on développe super bien la voiture, on gagne le championnat. Ce qui me propulse aussi un peu... Ah, tu gagnes? Ouais, je gagne le championnat d'Europe, donc champion d'Europe. Ce qui me donne aussi un nom, finalement, un peu dans le sport auto à ce moment-là. Première année, tu gagnes? Première année, je gagne, ouais. Première année. Puis, c'est le championnat qui vient d'être créé aussi, donc c'est important de savoir qui c'est qui a gagné le premier championnat, quoi. Enfin, mais c'est clair, c'est décisif, quoi. Donc ça m'a permis de me créer un bon relationnel avec l'IG, avec qui aujourd'hui on s'entend super bien. Ah, j'imagine. La famille Nicolet, avec Jacques, etc. Et puis du coup, et puis c'est une fierté aussi de conduire une Ligier, de remporter un championnat. Ouais. Ligier qui ont quand même fait des belles années en Formule 1, ouais, clairement. Qui sont quand même une belle fierté française, une marque française. Donc, un beau constructeur. Ouais. Et donc voilà. Au niveau, là, c'est tes premiers circuits européens. Quel est à l'instant T, là, à cette époque-là, ton circuit préféré? Parce que là, tu commences à avoir un beau panel de circuits sur lesquels tu as tourné. Quel circuit vraiment, tu dis, ça, à chaque fois que j'y vais, c'est incroyable, et en plus je suis bon dessus, phénoménal? Ouais, alors moi ça a toujours été le Paul Ricard. Le Paul Ricard, c'est un circuit à la maison finalement, on est à 3 heures du Paul Ricard depuis ici. Très rapide. Paul Ricard, très rapide, un petit peu parking parce qu'il y a pas, c'est plat finalement. Donc quand vous êtes assis dans la voiture, c'est un peu bizarre parce que c'est assez plat et puis il suffit qu'il y ait un peu de soleil et ça reflète hyper rapidement. Voilà, c'est un peu déstabilisant. Mais très safe peut-être. Oui. Bon, j'ai jamais eu vraiment de problème là-bas, mais non, un circuit que j'aime énormément parce que l'infrastructure est juste
génial. C'est en France et puis le tracé est magnifique. Avant que je découvre d'autres circuits. Malheureusement, cette année, il n'est pas au calendrier du WEC, mais bon, il y a des circuits juste fabuleux, donc on va pas s'en plaindre. Non. Ouais, le Paul Ricard, après, dans mes années futures, il y a eu quand même... j'ai découvert un circuit, c'était quoi, 1 an après, le circuit du Ring en Autriche. Waouh. Incroyable. Ouais, puis je me suis régalé, j'ai fait vraiment des belles courses, des beaux essais là-bas, c'était un plaisir, très rapide. Non, franchement, moi, le Castellet, le Red Bull Ring, je pense que pour l'instant, je les mets dans mes top tendances. Et des circuits plus anciens, typiquement un Monza, des choses comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est des circuits plus tranchants, je trouve. Ouais, alors Monza, c'est atypique, parce que Monza, c'est le temple de la vitesse, avec 3 chicanes, 3 chicanes, dont une très rapide. Et puis, on a le dernier virage aussi très rapide. Monza, on n'a pas beaucoup de virages. Par contre, c'est toujours assez serré là-bas parce qu'il y a beaucoup d'aéros, il y a beaucoup d'aspi. Donc, il faut savoir bien régler sa voiture. Ça peut être aussi délicat. Monza, moi, j'en garderai toujours un bon souvenir parce que malheureusement, en Ligier, j'avais cassé la transe. Vous l'aviez fait en Ligier? Ouais, on l'avait fait en Ligier, j'avais cassé la transe, c'était la seule course que j'avais abandonnée, je réfléchissais, mais c'est la seule course que j'avais abandonnée en 2020. Et j'y suis retourné en GT3 pour ma première année avec... non, j'y suis retourné, oui, 2 ans d'affilée. Et j'ai gagné... Enfin non, pas du tout, je raconte n'importe quoi. On a fini 3e pour ma première participation en Bronze Cup l'année dernière, en 2022, avec HRT Mercedes. Donc j'en garde des super souvenirs parce que c'était une course hyper dure, où on s'est vraiment arraché par rapport aux autres. On n'avait pas une voiture vraiment... On avait une voiture un peu en dessous où on n'arrivait pas vraiment à trouver les bons réglages. Donc on s'est vraiment arraché pendant les 3 heures de course et on a réussi avec mes coéquipiers à décrocher une belle 3e place. Donc c'était un beau souvenir. Mais c'est vrai que Monza est un circuit assez atypique. Le temple de la vitesse, Ferrari, les tifosi. Il y a toujours assez de monde, c'est quand même très sympa. T'as vu, on est en centre-ville, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. L'Italie, c'est incroyable. J'étais à Imola là encore en début de semaine. Vous êtes dans un parc, donc il y a les gens qui font leur footing, vous êtes dans la voiture, short des stands par exemple, puis les gens ils sont au grillage, et puis ils repartent, leur footing. C'est phénoménal. Vous sortez du circuit, il y a des pizzerias, vous êtes, ça n'a rien à voir avec chez nous, l'Italie, franchement, ça m'a toujours bluffé, et avec mon père, on a toujours été assez bluffé, parce que justement, il n'y a aucun problème. C'est un stade de foot. Mais oui, dans une ville. Donc, quand tu arrives à Monza, là, tu es dans les petites ruelles de la ville, mais d'un coup, tu vois l'ouverture, tu dis, mais c'est pas là, c'est pas possible, c'est un parc. Vraiment, exactement. Et tu rentres dedans, tu fais, ah non, mais les gars, c'est fou. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'est vrai que Monza, on est sur un circuit assez atypique, ancien, mais non, il n'y a pas de circuit que je n'aime pas vraiment. Est-ce que tu as eu, après on repartira sur la chronologie un petit peu, mais est-ce que tu as eu l'occasion de rouler à Monaco ? Non, jamais. Pas encore ? J'y suis allé quand j'étais petit. Le problème de Monaco, c'est que c'est la Porsche Super Cup en GT seulement et les formules. Moi, n'ayant fait que de la Porsche Carrera Cup France, pas de la Super Cup, non. En revanche, j'y étais allé en 2014. Mes parents m'avaient offert une place pour mon anniversaire, je crois. Dans le virage de la piscine, quand c'était encore les Formule 1 avec les gros moteurs. Phénoménal. Que tu peux même pas ne pas te boucher les oreilles. Ma mère, elle avait dû quitter les gratins parce qu'elle n'en pouvait plus. Moi, j'étais gamin, j'étais comme... c'est terrifiant. J'ai des souvenirs de ça, moi aussi. J'en ai encore. Ça me dresse les poils quand j'y repense. C'était hallucinant. Donc, non, j'y suis allé une fois. Non, j'y suis allé qu'une fois. Moi, Monaco, c'est vraiment une ville que j'apprécie énormément. Y rouler, ça pourrait être vraiment une fierté. Après, c'est délicat parce que c'est pas un circuit qui se fait souvent, quoi. Peut-être... à l'occasion, lors d'une exhibition ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ou alors peut-être une course historique un jour, peut-être. Ça peut être aussi sympa de le faire de cette manière-là, sans vraiment parler de compétition, plus plaisir. Ça peut être aussi vraiment quelque chose de sympa. Clairement. Donc, Ligier, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et là, pour le coup, tu passes sur autre chose. Là, du coup, le GT4. Tu veux pas rempiler sur une deuxième année ? Non, on gagne le championnat, ça se passe bien. J'ai quelques coups de fil pour faire du GT4, intégrer un peu le giron Mercedes aussi. Donc on part chez Mercedes, on part en GT4 France et Europe.
2 années, enfin une année un peu compliquée parce que beaucoup de problèmes de fiabilité. Ok. Le GT4, ça tabasse quand même beaucoup. Ouais. Là, il commence à y avoir des sujets aussi de balance de performance, Voilà. des choses comme ça. J'ai quand même l'impression que chaque équipe a l'impression de vivre la pire des injustices à chaque course. Donc ça doit être aussi des sujets assez... Ouais, c'est un peu ça. Tout le monde se bat pour la balance de performance. Donc la BOP, c'est ce qui permet finalement de rendre toutes les voitures un peu équitables. Parce que aujourd'hui... on peut parler des différentes marques qu'il y a, mais entre, par exemple, Corvette, Mercedes, Ferrari, Bentley, enfin toutes les... Même en GT4, une Alpine, oui, à l'instant T, tu te dis Alpine, comment elle peut être compétitive rien qu'en termes de moteur, quoi. C'est ça, une Alpine par rapport à une Mercedes GT4, enfin, on se dit le poids et tout. Donc c'est ce qui permet de donner de la vitesse, enfin de donner ou d'enlever de la vitesse, de mettre ou pas plus de poids, enfin voilà, des petites choses comme ça pour que toutes les voitures soient vraiment dans les mêmes temps. Donc voilà. Et nous, cette année-là, une année un peu difficile. J'étais avec un jeune pilote très rapide. Au niveau de la config de la team, là, pour le coup, vous étiez 2 pilotes, 3 pilotes? Non, alors c'était le GT4, ce qu'il faut savoir, c'est 2 courses d'1 heure dans le week-end. Ah, c'est pas des endurances, c'est des... Non, 2 courses d'1 heure avec une demi-heure chacun, en fait. Ok. Et dans l'équipe, il y avait 3 voitures. Nous, on était en Silver Cup. Il y avait Pro A et il y avait 2 autres Pro Am. Ok. Donc on finit cette année-là quatrième du championnat de France. On fait de belles... ouais, c'est pas mal. Parce que là, effectivement, on l'a peut-être pas dit, tu es en championnat de France, ça fait ça. Ouais, et championnat d'Europe aussi. Je fais double programme. Double programme, ok. Ouais, double programme. Et puis donc, on fait 2 podiums à Manicourt, super. On gagne une fois les Denions et on finit 2e. Donc 4 podiums dans la saison sur 5 courses. C'est un bon ratio. On était pas mal. Pour une première. Pour une première, ouais. Et puis surtout que pendant toute la saison, on s'est battu un peu avec la voiture. C'était un peu délicat. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en GT4, il y avait beaucoup de bagarres, quoi. Ouais. Ça se touchait pas mal. Ouais. C'était assez serré, beaucoup de voitures. Aujourd'hui, je trouve les courses un petit peu plus propres quand même qu'avant. À voir à la télé, je trouve quand même ça un peu plus propre. Là, t'as pas fait encore d'endurance en GT? Non. D'accord, c'est l'année d'après. Ouais, c'était l'année d'après. Okay, donc là, voilà, une année GT4 avec quelques podiums, des belles prestations en Europe. Avec, j'ai toujours ce souvenir-là, on est au Nürburgring et puis on est en tête de la course. Malheureusement, c'est moi qui est dans la voiture à ce moment-là et 3 tours avant l'arrivée, il y avait une voiture qui était sortie, donc il y avait des débris, je roule dessus, enfin voilà, tu passes dessus quoi, et je crève, donc on perd, on aurait pu gagner même une course en championnat d'Europe, donc un peu déçu, mais bon, c'est les aléas aussi de la course. C'était le GP ou c'était la boucle complète? Là, c'était le GP. C'était pas la Nordschleife. Ouais, okay. Ce qui est bien aussi d'avoir fait du GT4 Europe, ça m'a permis de découvrir des circuits, Hockenheim, Nürburgring, enfin voilà, des circuits un peu aussi étrangers, même si j'en avais déjà fait quelques-uns avec la Midget, avec la Ligier. Pas de circuit anglais encore? Non. Eh ben, j'ai jamais roulé du coup sur un circuit anglais. Ah ouais? L'année dernière, j'aurais dû, mais la Manche dans notre catégorie n'a pas été jusqu'à Brandwatch. Ah. Mais j'ai jamais fait de circuit anglais, non. Il y a Silverstone, ça doit être des circuits. Ça doit être Silverstone très rapide, ça doit être juste impressionnant. Donc non, une année de GT4, moi, ce qui m'a permis de prendre beaucoup en maturité. Ouais, tu m'étonnes. Pour garder la face dans les interviews, garder la face, avoir la motivation d'y retourner aussi. Quand ça se passe pas très bien, c'est toujours difficile. Là, pour le coup, tu es dans un championnat européen anglophone. Ouais, tu commences à être obligé de t'exprimer un petit peu en anglais. Ouais, on commence à parler un peu en anglais. J'étais dans un team français, mais on doit quand même parler un petit peu en anglais, etc. Pour tous les interviews. Donc comme ça, c'est bien pour la suite. C'est même super pour, en étant jeune pilote, de commencer là-dedans. Et puis surtout pour l'année d'après qui arrive, où là, en fin d'année, du coup, je me fais approcher par JBR Management, qui est une société de management de pilotes, donc Bastien Ostian et Jules Gounon. Okay. Bastien Ostian est vraiment celui qui va gérer le contractuel,
le relationnel. Ouais. Et Jules, donc lui, c'est le pilote officiel AMG depuis 5 ans. Okay. L'année dernière, qui a été champion du monde GT des pilotes. Okay. L'année d'avant, élu, je crois, 16e meilleur pilote du monde, toutes catégories confondues. Donc, gros palmarès. Ouais. Cette année, qui a intégré l'écurie Alpine en hypercar. Okay. Donc bien entouré. Donc, il me dit, voilà, Seb, si tu veux qu'on bosse ensemble, t'arrêtes le GT4 et tu passes en GT3, on va te trouver... toi, tu vas trouver des financements, des sponsors, et nous, on va te trouver l'équipe qui va bien marcher, etc. Donc, je continue avec Mercedes, donc 2022. 22, ouais. 2022, 2021. 2021, 2022, ouais. C'est ça. Donc je signe chez Mercedes avec GetSpeed en Silver Cup, pareil. Et l'objectif de cette saison, c'était vraiment prendre des bases, parce que je fais 2 championnats, un sur des pneus Pirelli, un sur des pneus Michelin, donc pas les mêmes feelings. GT3, on est d'accord. GT3, ouais. Donc c'est quand même un... le plus gros là maintenant, on est vraiment dans le summum de la catégorie, de la GT. Ouais. Donc j'intègre le GT3, donc avec les 24 heures de Spa, avec des courses d'endurance, donc 5 courses en GT World Challenge.